Elisabeth, vous êtes une businesswoman et puis présente sur tous les continents. Donc on va parler des différences de culture lors de ces différentes expériences. Et vous basculez dans la politique alors que rien ne vous y prépare et que vous recevez un coup de fil un jour et vous pensez que c'est une blague carrément ou une erreur. Donc d'abord, j'aimerais avoir votre vision des autres pays que la France, des autres continents. Qu'est-ce qu'il y a de différent fondamentalement quand on est une femme manager? Je vais évidemment répondre à votre question, mais je vais commencer par une vision globale. D'abord, ce qui m'attriste, c'est que je crois qu'il y a un peu plus de 180 États dans le monde et il n'y a pas un seul pays dans le monde aujourd'hui, en 2024, qui peut se vanter de donner à ses filles et à ses femmes les mêmes chances de réussir dans la vie qu'à ses garçons ou à ses hommes. C'est terrible ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui traite ses filles et ses femmes comme il traite ses garçons et ses hommes. C'est une réalité, c'est factuel. Alors, partant de ce postulat, partant du fait que les femmes, évidemment, ne sont pas moins capables, moins compétentes, moins motivées, moins ambitieuses que les hommes, j'ai presque envie de vous dire que le management, ça n'est pas une question de genre. C'est une question de caractère. Alors après, bien sûr, vous avez tous les aspects culturels qui viennent entrer en jeu. Le patriarcat est beaucoup plus prononcé sur un continent comme l'Afrique qu'il ne l'est, par exemple, en Europe. Mais il n'y a pas un pays où quand même on avance un peu plus vite qu'ailleurs? Il n'y a pas un seul pays dans le monde aujourd'hui où il n'y ait pas de féminicide, où un conjoint ou un ex-conjoint considère qu'il peut tuer sa partenaire parce qu'il a la domination sur elle. Il n'y en a pas un. C'est fou. Il n'y a pas un pays où on ne pleure pas une de nos sœurs assassinée par un membre de sa famille. Un père, un frère, une mère, un conjoint ou un ex-conjoint. Et parfois même un fils. Il n'y en a pas. Alors justement, ça me permet de rebondir sur votre parti politique. Là, vous avez dit, fort de ce constat, vous avez dû vous dire, je vais pouvoir faire bouger les lignes en tant que ministre en plus des droits des femmes, des hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Donc là, vous aviez les cartes en main. C'est intéressant la manière dont vous le dites parce que c'est la seule manière, c'était la seule raison pour moi de rentrer en politique. C'est votre motivation. C'était ma motivation principale. Moi, je ne suis pas allée en politique pour faire carrière en politique, je ne suis pas allée en politique parce que j'avais besoin d'un job, je ne suis pas allée en politique pour me faire voir, je suis allée en politique parce que je pensais que c'était là qu'on pouvait faire changer les lignes. Je crois que la politique, c'est ce pouvoir, cette capacité de rendre possible ce qui est souhaitable. Je suis convaincue que la politique, finalement, elle est faite pour ceux qui sont les plus vulnérables. Vous prenez la période de la Covid, ceux qui ont le plus souffert, ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables. Et donc mettre en place des politiques publiques pour aider et accompagner ceux qui sont les plus vulnérables, c'est mon seul leitmotiv. Vous prenez l'éducation est fondamentale, l'éducation publique est fondamentale pour les enfants qui sont issus des quartiers populaires, qui sont issus des zones rurales. Ceux dont les parents sont argentés peuvent aller dans l'éducation privée. Vous voyez ce que je veux dire? Sûr, donc pour moi, la politique, c'est ça. C'est rendre possible ce qui est souhaitable dans une société de plus en plus inégalitaire. Et quand Jean Castex m'appelle, alors que je vis en Afrique du Sud avec ma famille, que je dirige le groupe Hewlett-Packard pour un continent de 54 pays, où j'ai la tête, mais dans une période en plus extrêmement compliquée, parce que c'était pendant la période de la Covid, où tout le monde était complètement bouleversé par la situation et qui me propose de rejoindre le gouvernement, ma première réaction, c'est d'éclater de rire parce que je pense que c'est une plaisanterie.
Et il me dit non, non, ça n'est pas une plaisanterie. Et je lui dis mais vous devez vous tromper de personne parce que moi je m'appelle Elisabeth Moreno, je vis en Afrique du Sud, je n'ai jamais fait de politique et je n'ai pas l'intention de faire de la politique. Et comment ça s'est fait que votre nom est arrivé? Vous savez ça? Moi, oui, j'ai fini par apprendre comment ça s'était fait. Il se trouve, comme je vous le disais tout à l'heure, que moi je suis arrivée au gouvernement en juillet 2021. Il y a eu un événement colossal dans cette année 2021, c'est la Covid. Et pendant cette période de la Covid, donc moi je travaillais pour HP, donc HP vend évidemment des matériels informatiques, des systèmes d'impression, entre autres, et tout le monde cherchait du matériel pour pouvoir travailler à domicile. Ah ben oui, bien sûr, c'était Et donc l'effervescence. il y a eu une pénurie mondiale de matériel, puisque toutes les frontières étaient fermées et que la plupart des constructeurs informatiques aujourd'hui travaillent sur le continent chinois. Et donc, voilà, ça a été une période extrêmement compliquée. Et avec les responsabilités qui étaient les miennes, j'avais contacté l'ambassadeur de France en Afrique du Sud de l'époque et je lui ai dit, je sais que cette période va être particulièrement difficile pour les familles qui sont éloignées de leurs proches et par conséquent, je vais mettre de côté un certain nombre de matériel pour permettre aux Français qui sont expatriés ici et qui ne peuvent pas retourner en France de pouvoir communiquer avec leurs familles, d'être connectés, etc., etc. Et donc, l'ambassadeur m'a découvert à ce moment-là. Il a vu les actions que je menais sur les quartiers populaires, auprès des femmes, mais il ne me le dit pas. Et il en a parlé. Et il en a parlé. Et au moment où il y a eu ce changement de gouvernement, je pense qu'il cherchait des visages nouveaux, des personnes issues de la société civile. Il a dû glisser mon nom comme on peut proposer des noms quand voilà. Et c'est comme ça que j'ai été contactée. Quelle belle expérience. Et alors, donc ça a duré 2 ans, cette expérience. On n'a pas le temps malheureusement aujourd'hui de rentrer dans le détail de ce que vous avez fait. Mais ce qui est intéressant, c'est après. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vais retourner dans un grand groupe. Je vais faire quoi? Je vais aller dans une start-up? Je vais retourner à l'international? Alors, d'abord, c'est bien dommage qu'on n'ait pas le temps de parler de ce que j'ai fait, parce que quand on dit que la politique, c'est rendre possible ce qui est souhaitable, j'ai travaillé sur le congé paternité, j'ai travaillé sur le quota des femmes dans les conseils d'administration, dans les COMEX, j'ai travaillé sur les lois pour lutter contre les thérapies de conversion, donner l'accès aux femmes à la PMA, la pilule gratuite jusqu'à 25 ans. J'ai adoré cette expérience. Et vous avez eu le temps de faire tout ça en 2 ans. 2 ans. Mais parce que je viens du monde de l'entreprise. Et s'il y a une chose que je sais faire, c'est faire. Et quand je sors du gouvernement, d'abord, c'est un grand vide. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance d'une expérience comme celle-là, humainement. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai travaillé 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Et tout d'un coup, tout s'arrête et vous n'êtes pas préparé. De la même manière que vous n'êtes pas préparé à entrer, vous n'êtes pas préparé à sortir. Oui, et moi, j'ai eu la carrière que j'ai eue et ça faisait 10 ans que ma carrière se déroulait quasiment toute seule, naturellement, spontanément. Et du jour au lendemain, non seulement je ne sais pas ce que je vais faire, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est très drôle. Je disais à ma sœur l'autre jour, ce qui est terrible quand on est ministre, alors vous êtes connu. Et comme vous êtes connu, tout le monde s'intéresse à ce que vous faites et même à ce que vous ne faites pas. Quand vous êtes dans une entreprise et que vous vous faites licencier, seuls vos amis et votre famille savent que vous avez été licencié. Et de temps en temps, ils vous passent un coup de fil pour vous dire « Alors, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Là, vous avez des centaines et des centaines de personnes qui vous demandent tous les jours « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Certains avec bienveillance, d'autres avec malice. Et donc, vous avez cette pression qui vous tombe sur les épaules parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc, ça a été un moment de ma vie, personnelle et professionnelle, extrêmement compliqué. Et une fois que vous avez atterri, vous savez ce que vous avez envie de faire et ce que vous n'avez plus envie de faire. Parce que cette expérience, elle vous transforme. Parce qu'en 2 ans, je crois que j'ai tout vu. Mais vraiment tout vu. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans un cadre.
Vous avez un produit, vous avez des services, vous avez des équipes, vous avez un écosystème. Quand vous êtes ministre, cet écosystème est démultiplié par 100, par 1000. J'imagine. Et donc j'ai eu un regard sur le monde comme je n'en avais jamais eu. Et donc je ne pouvais pas, après cette expérience, revenir dans ce que je faisais avant, comme si rien ne s'était passé. Non, vous avez fait un tel bond de vision des choses, de l'humanité, de tout. On va faire une petite pause, Elisabeth, et on va continuer à parler ensemble de choses passionnantes. À tout de suite.